Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, Myanmar General, Motorola. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, Myanmar General, Motorola. Chopé, oh les deux, nous avons peur des faux révolutions. En République démocratique du Congo, des milliers de citoyens sont devenus les chevilles ouvrières d'une révolution en marche. Ils creusent pour trouver un minerai que le marché mondial s'arrache, le cobalt. À l'autre bout du monde, grâce à ce métal nécessaire aux batteries, l'industrie construit, assemble et commercialise les voitures électriques. Dans la course contre le changement climatique, le cobalt est une des clés pour rouler sans polluer. Mais à quel prix ? En Europe, les voitures et le transport routier sont responsables d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. À partir de 2035, la vente de véhicules à combustion sera interdite au sein de l'Union européenne. Une décision qui affecte toute la chaîne de production du secteur. Volkswagen a investi au total 1,2 milliard d'euros sur ce site. Et en particulier sur les 6 formidables voitures que nous avons lancées ici. Tout a été remanié et nous sommes à présent sur du 100% électrique. Nous construisons ici 100% de voitures électriques. En Europe, la majorité des batteries reposent sur la technologie NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui permettent aux véhicules de rouler environ 400 km sur une seule charge. En plus du lithium, de manganèse et de nickel, ces batteries contiennent environ 10 kg d'un métal qui leur confère leur longévité et leur sécurité, le cobalt. Le nickel est ce qui fournit à la batterie sa grande autonomie. Le cobalt, c'est l'élément de sécurité. Vous en mettez un tout petit peu dans votre batterie pour vous assurer qu'elle ne va pas prendre feu, que ses cellules resteront stables, même dans des conditions extrêmes. L'essentiel du cobalt est extrait en République démocratique du Congo. En fait, il n'existe pas vraiment d'autre endroit au monde où le cobalt possède les mêmes qualités, la même minéralogie. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui puisse se prévaloir de la même qualité et des mêmes réserves de minerais. C'est quasiment l'Arabie saoudite du cobalt. Le Congo est une terre bénie ou maudite. Tout dépend de la manière de voir les choses. Il possède une richesse géologique et minérale extraordinaire. Ça a toujours été un endroit stratégique, que ce soit au XIXe siècle avec le caoutchouc, au milieu du XXe siècle avec l'uranium, ou aujourd'hui avec ces minerais indispensables à la réalisation des objectifs que la communauté internationale a adoptés. Il y a consensus sur le fait que nous devons atteindre la neutralité carbone dans le monde et que cela nécessite de passer aux véhicules électriques, aux énergies renouvelables. Tout cela exige des minerais stratégiques provenant du Congo. Et l'un des plus essentiels est le cobalt. Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Nous sommes au cœur de la Copper Belt, la ceinture de cuivre qui court sous le Congo et la Zambie voisine. Un paysage sculpté par un siècle d'exploitation minière. C'est ici, dans la province du Lualaba et du Haut-Katanga, que se trouvent la plupart des gisements de cuivre et de cobalt. Des entreprises étrangères exploitent ces immenses richesses. Sur les 19 mines industrielles de cuivre et de cobalt, 15 sont détenues par des sociétés chinoises.
Elle se partage cette manne avec le géant suisse Glencore, qui détient 2 des mines les plus productives au monde, ou encore avec la société Eurasian Resource Group. Le cobalt est transporté essentiellement par camion jusqu'en Afrique du Sud. Il est chargé sur des bateaux à Durban et prend ensuite la direction de la Chine, où il est transformé en produits chimiques pour les batteries. À partir de là, il entre dans la chaîne d'approvisionnement. À l'heure actuelle, la demande mondiale de cobalt avoisine les 140, 150 000 tonnes. Mais on s'attend à ce qu'elle atteigne les 250 000 tonnes dans les 5 ans. Un nombre considérable de nouveaux acheteurs va arriver sur le marché et il va falloir les satisfaire. Le cobalt peut aller au-delà de 70 000 $ la tonne sur le marché mondial. Minerai qui coexiste dans les gisements de cuivre, il a aiguisé l'appétit des sociétés minières depuis l'explosion du marché des batteries il y a 10 ans. Celles-ci ne cessent de grignoter des terres, aux grandes dames des habitants, dont la plupart vivent avec moins de 2 $ par jour. Nous, les populations qui vivons à côté de l'exploitation minière, je crois que vous avez circulé la ville de Kolwezi, vous avez vu qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de routes, et les gens n'ont pas accès à l'eau potable, et ceux qui ont accès à l'eau, ce n'est pas l'eau potable, c'est de l'eau où on déverse les acides. Et même la nature a fait que certains villages ont leurs cours d'eau, mais ce sont des cours d'eau déjà pollués. Donc l'activité minière est en train plutôt d'appauvrir la population plutôt que d'améliorer les conditions de vie des populations. Donatien Kambola est avocat et défenseur des droits humains. Il enquête sans relâche sur les impacts de l'explosion du marché des batteries sur la population. Là, ce sont les installations de la Sicomine, mais vous voyez déjà l'impact parce que de l'autre côté, vous voyez les engins, ce sont les camions qui sont en train de décharger, je les appelle les déchets parce que ce sont les stériles de la mine. Ainsi, ils constituent les montagnes. Il y a 5 ans, ces montagnes-là n'existaient pas. Et pendant la saison sèche comme ça, c'est-à-dire c'est de la poussière qui va quitter ces rejets-là vers de ces côtés. Et quand vous regardez les plantes qui sont autour de nous, c'est vraiment une couche de poussière, une certaine couche de poussière. Ouais. Dans cette zone ici, les gens ne cultivent presque plus. Est-ce que vous pensez que ça doit être lié aux poussières qui sont émises à partir des remblais qui sont là? Il y a la poussière, mais il y a aussi l'eau, la qualité de l'eau de la rivière en face de nous. Il y a là tout, est-ce qu'il y a là tout, mais il y a si du tout. Il y a la biche tout bien courir bien tout. Il y a la biche tout quoi la biche loin. Sasa mioko hii inafaa inafaa déjà 3 ans. 3 ans mais hakuna kitu. Hakuna kitu. Tunaweza kuona kama ukitosha kama kuko nani. Hiyo mwa. Hiyo kidogo hii. 3 ans. 3 ans. Ipesha kwa ya mnene. Sasa Mungu naishi je? Kama mioko Mungu narima ni unaleta. Sasa tuko naishi tunakata hii fede manyoki. Tulipeleka kwa soko. Ndio tunauza tena chakula kingine ndio tunakula hiyo. Est-ce que Sicomine anayo mambo? Anaiwaka. Maya anaanza kutuma maya shiriti tena maya. Anaanza kuleta tu pole mama tena simwangake siko naisha bila shanjelo. Bakufelo. Mena mnalomba nini ku Sicomine? Si hatuna cha kusema, bakusema Sicomine ndio napasi kwanza asema wale bantu wako naishi je wale pamoja pale. Na mnaleta mwenye si wale bantu wako naishi tu je. Chini population ya l'État. Les mines industrielles du Lualaba et du Haut-Katanga produisent 80% du cobalt congolais. Les 20% restants proviennent des mines artisanales. Sous les bâches oranges, des creuseurs travaillent au fond des puits et de tunnels de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donatien Bila est l'un de ces creuseurs artisanaux. Comme lui, ils sont 150 000 dans la région, venus des 4 coins du pays pour fuir la misère et arracher leur part du gâteau minier. Vie compliqué ngana kin na boulot na bando sala, ngani ngana musala, leo ba bengani ngana musala, des familles réclamenga koto balibité oko souffrir kuna te na bando futela bandaku, ko moyen na futela bandaku ana sali kufi,
nde famille ebisingaki eyaka na Kolwezi cobalt ezali baminere ezali okose retrouver nde ndenge na ye awa na se retrouver naza creuser na Kamilombe nde première fois na ngai ya grésage. Oui, tu peux prendre quelque chose, tu le montres avec le doigt. Voilà, c'est ça. Grésage artisanal eza kokoti na libulu ozokata na barre de mine après kokata tobimi basalisere bazali bakokita bazozwa basak bamatisa yango likolo nayebi te sozo comprendre biso tokokata totie na basak toetali yango etikali tomati basalisere baye bazwi sak moko bamatisa yango likolo après toke na mai basokoli yango epa bamama tofuti bato ya mai tofuti basalisere et après toke na maison toteki abandaki kobanga mposa ata na kufa bala liboso wana seki na tremble basekaki nga mabe bala liboso wana basekaki nga mabe baseki ngai na tremble ti nazo tremble boye mais tellement souffrance nakoti kaka temaka mwa ya mobali mpo nakitaka ebandeli wana nazolenga. Des creuseurs meurent dans des éboulements et des inondations de galeries. Mais des milliers de familles dépendent des miettes de cobalt que l'État et l'industrie leur permettent d'exploiter sur des terres qui leur appartiennent. Un moyen d'acheter la paix sociale. Depuis 20 ans, le gouvernement tente d'organiser ce secteur en zone d'exploitation légale. La loi les oblige désormais à rejoindre des coopératives. Mais ces structures sont en fait très hiérarchisées et les creuseurs n'ont pas de part ni de voix au chapitre quand il s'agit de la gestion de leurs mines. Ça c'est des vrais cobalt. La production ya libulu na ngai ceux qui tosali tongo tipo quoi tozosala 350 colis. 350. Sac avec le vrai balance. Les sacs ça pèse 20 kilos avec les Chinois et vont casser. Ils vont tricher les balances pour mettre 10 kilos, de 20 à 10. Mais normalement c'est 20 kilos. Dans les comptoirs d'achat, les creuseurs vendent principalement à des acheteurs chinois, des entrepreneurs indépendants qui se sont rués vers le Congo. Ils effectuent une première transformation du minerai avant de l'exporter vers les fonderies. This was my first trip to Kolwezi. C'était mon premier voyage à Kolwezi. Le plus frappant, c'était de voir comment la ville avait été construite autour de l'exploitation minière, autour et au-dessus des gisements. J'avais vraiment le sentiment très très fort que les gens qui vivent là devaient profiter de ces richesses, qui font la fortune des sociétés chinoises, européennes, américaines. Les creuseurs risquent leur vie et leur santé pour remonter le minerai. Et en plus, très peu perçoivent une rémunération juste pour leur travail. Ils sont exploités financièrement. Nous avons constaté que des enfants, parfois de 7 ou 8 ans, travaillaient également dans ces mines.
Aucun parent ne veut que ses enfants travaillent. Aucun enfant de 7 ans ne souhaite passer toute sa journée, après être entré illégalement sur un site, à ramasser des pierres dans le sol, avec en plus le risque d'être battu ou volé. Personne ne désire ça. S'ils le font, c'est que les circonstances les y obligent. En 2016, Amnesty International publie un rapport qui fait trembler l'industrie automobile. L'ONG reproche aux entreprises qui produisent des batteries d'utiliser du cobalt entaché par des violations des droits humains, comme le recours au travail des enfants dans les mines artisanales. On voulait savoir où allait ce cobalt, qui l'achetait, quelles sociétés, quelles entreprises technologiques. Les fabricants de téléphones et d'ordinateurs portables utilisent ce cobalt pour leurs batteries. Que font-ils et que savent-ils de cette chaîne d'approvisionnement et des conditions d'extraction? Cette étude, qui établit le lien entre le travail des enfants, les exploitations des mines artisanales, l'industrie du cobalt, qui lie ces mines à ces grandes marques, a eu un retentissement énorme dans les médias, bien plus qu'espéré. Aucune marque, aucun constructeur automobile ou tout autre utilisateur final de cobalt ne veut être étiqueté comme tirant profit du travail des enfants. C'est de la très mauvaise publicité. Ça nuit à la valeur de l'action en bourse, c'est injuste, et les consommateurs n'aiment pas ça. Ce n'est pas bon pour les affaires, même si éthiquement cela vous indiffère, que ce n'est pas votre problème, que vous ne vous intéressez qu'à vous, vous êtes quand même contre, parce que c'est mauvais pour le business. Le travail des enfants n'est pas le seul problème des constructeurs automobiles. Leur passage à l'électrique leur a fait découvrir leur immense dépendance au cobalt congolais et aux cellules de batterie qui le contiennent, essentiellement fabriquées en Asie. Pour développer une filière batterie, l'Europe met alors en place en 2017 un grand projet industriel. On veut s'assurer que l'Europe continue de produire les voitures les meilleures et les plus durables qui soient. Et ce ne sera pas possible si vous importez des batteries d'un pays sans traçabilité, qui ne respecte pas toutes les normes, qui ne fait pas en sorte d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. C'est pour cela que nous avons lancé l'Alliance européenne pour les batteries. Cela nous permet de rattraper la Chine de manière incroyable. Et ce n'est pas bon uniquement pour l'Europe et pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a aussi des avantages très clairs pour les citoyens, grâce à la création de nouveaux emplois, grâce à de nouvelles possibilités d'investissement et à l'assurance que tout sera fait de manière 100% durable. L'Europe n'assurait que 3% de la production mondiale de batteries. Pour rattraper son retard, elle prévoit de construire une trentaine de giga-usines d'ici 2035 et ainsi produire 25% de l'offre mondiale. En Suède, des hectares de forêt ont laissé place à cette nouvelle technologie. Le Suédois Northvolt installe une giga-usine, première du genre pour un groupe européen qui ambitionne de concurrencer les producteurs asiatiques. Northvolt a été créé il y a près de 5 ans par Peter Carlsson, un Suédois, et Paolo Ceruti, un Italien. Ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient chez Tesla. Comme ils sont européens, ils se sont tout naturellement tournés vers l'Europe, un continent où sont produits près de 20 millions de véhicules par an. Il y a entre 13 et 14 millions de gens qui travaillent dans ce secteur. Et si vous estimez que tous ces véhicules vont devenir électriques, ne pas avoir une industrie locale de la batterie place l'Europe dans une position très délicate.
Ils sont donc revenus en Europe pour fonder Northvolt fin 2016. D'importants constructeurs automobiles sont entrés dans ce projet dès les débuts. BMW a été le premier en 2018. Volkswagen est à la fois un gros client et un investisseur dans Northvolt. Récemment, nous avons annoncé la création d'une joint venture avec Volvo Cars afin de construire une autre giga-usine. En quête de souveraineté, l'Europe encourage la multiplication des projets miniers afin d'alimenter les nouvelles usines de batteries. Pour le cobalt, c'est en Suède, en Norvège et surtout en Finlande que des réserves ont été identifiées. 2 mines de nickel et de cobalt sont actuellement actives dans ce pays. 7 autres projets sont en développement. Vantant ces dizaines de gisements de minerais pour batteries, la Finlande a ouvert d'immenses portions de cette terre à l'exploration minière. À 300 km du cercle polaire, la société Terrafame a relancé la production de l'ancienne mine de Sotkamo, fermée en 2012 après une fuite d'eau toxique dans les lacs et les rivières de la région. C'est l'État finlandais qui pilote Terrafame aux côtés de Trafigura, un trader de matières premières condamné pour pollution en Afrique. Les Européens ont une idée fausse de ce qu'est l'activité minière. Les gens imaginent encore des mineurs avec des lampes frontales, que c'est un travail physique, un travail risqué. Et l'exploitation minière moderne est très différente. Ici, chez Terrafame, nous produisons les composants chimiques pour les batteries du sulfate de nickel et du sulfate de cobalt. Nous le produisons à partir des matières premières que nous extrayons nous-mêmes. Il y a l'extraction, la biolixiviation et enfin la production des produits chimiques pour les batteries. Militant écologiste, Mika Floyd a enquêté sur la catastrophe de 2012. Révolté par la négligence des anciens propriétaires de la mine, il fait partie des activistes qui ont réclamé sa fermeture. Nous étions préoccupés par la mine Terrafame. À l'époque, on l'appelait mine de Talvivaara. Nous étions inquiets de son impact sur l'eau. Ils nous ont dit qu'ils feraient de la biolixiviation et que ce serait la mine la plus respectueuse de l'environnement dans le monde. Ils ont dit qu'ils ne rejetteraient pas d'eau usée, tout ça, mais c'était juste un discours marketing à destination des politiciens et des habitants. C'est pour ça qu'ils ont soutenu cet énorme projet minier. La première chose que nous avons faite, c'est de construire un centre de traitement des eaux usées. Nous avons utilisé les meilleures technologies disponibles. Ce centre de traitement des eaux est relié à un pipeline qui permet de rejeter les eaux traitées vers les grands cours d'eau. Nous traitons donc l'eau et du coup, lorsqu'il y a de grosses pluies, cela ne perturbe pas notre production. Nous purifions l'eau avant de la rejeter. La biolixiviation, qui est une technologie dans laquelle ils avaient investi dans le but de l'utiliser sur ce site, ne fonctionnait pas encore de manière correcte à leur époque. Nous l'avons énormément développée et elle fonctionne de manière stable aujourd'hui. Mais l'idée de base reste la même. Mika Floyd se méfie du discours de l'industrie, tout comme Jari Natunen, géochimiste et président de l'association Mining Watch Finland. Ensemble, ils surveillent les abords de la mine exploitée par Terrafame. Ils prétendent que c'est de l'humus, mais dans ce ruisseau, les taux de nickel dépassent toujours la norme de qualité environnementale. Et il y a toutes les chances que ce soit pareil pour le cadmium. Les rejets sont bien au-dessus des seuils. La présence de métaux lourds est confirmée par des analyses officielles connues de Terrafame. La société reconnaît qu'une fuite a bien eu lieu en 2020, pollution qu'elle dit avoir résolue. Quant aux concentrations relevées aujourd'hui par Jari Natunen, Terrafame estime qu'elles sont d'origine naturelle. Le biochimiste reste sceptique.
Un tuyau de traitement d'eau peut toujours céder et des déchets miniers peuvent encore se répandre dans le sol. Là, tu vois le plus gros problème de cette mine. Je veux dire la roche stérile, ou la gangue. Cette roche stérile contient 9% de soufre. Le soufre réagit avec l'eau et l'air. Et cette réaction du soufre avec l'eau et l'air, pour 1 tonne de roche stérile, cela donne 300 kg d'acide sulfurique concentré. Et cette réaction se poursuit pendant des milliers d'années, tant qu'il reste de la roche stérile. Des partisans de la mine nous accusent du syndrome NIMBY, Not in my backyard, pas dans mon arrière-cour. Moi, j'aimerais bien leur demander de me présenter quelqu'un qui veut dans son arrière-cour 300 kilos de ces déchets nocifs qui détruisent et polluent l'environnement. C'est tout simplement illégal et inadmissible. Tout à fait. Quant aux voitures électriques, au cobalt et au nickel, eh bien, il faut savoir qu'ici, on génère chaque année 50 tonnes de ces déchets dangereux pour produire le nickel nécessaire à une batterie de voiture électrique. Tu imagines ça? C'est ahurissant. 50 tonnes pour le nickel d'une seule batterie. Alors on peut se demander, qu'est-ce que diraient les adeptes de la voiture électrique si on la leur livrait avec tous ces déchets dangereux? Malgré les alertes des écologistes, l'État finlandais maintient l'activité de Terrafame. Pourtant, la société finlandaise ne pourra équiper en batterie que 300 000 véhicules électriques par an, face aux 30 millions prévus sur les routes d'ici 2030. Rien que pour le cobalt, il faudrait 10 projets comme Terrafame pour y parvenir. L'Europe ne sera jamais un Eldorado du cobalt. Il y a un secteur où elle peut en revanche peser. Le recyclage. Il pourrait fournir jusqu'à 10% du cobalt mondial d'ici 10 ans. La société Umicore, née de l'ancienne Union minière belge, est pionnière sur ce marché. Elle affirme pouvoir recycler à terme la quasi-totalité du cobalt des batteries. Nous avons commencé par le recyclage des batteries de téléphones portables, en sachant que l'arrivée des batteries de voitures n'est qu'une question de temps. Ce recyclage existe en complément de l'exploitation minière, dont nous avons encore besoin aujourd'hui. Mais ce serait du gaspillage de ne pas recycler des produits comme le cobalt. Cela permettrait d'être moins dépendant de l'extraction. Dès 2035, les batteries de toutes les voitures électriques en vente dans l'Union européenne devraient contenir au moins 20% de cobalt recyclé. Volkswagen a lancé une usine spécialement dédiée, tandis que les futurs poids lourds européens de la production de batteries comme Verkor en France ou Northvolt en Suède ont intégré cette donne dès le lancement de leur giga-usine. Ces matières premières dont nous avons besoin pour nos batteries sont naturellement recyclables. Et elles sont recyclables encore et encore. En fait, on les extrait une fois et on peut les utiliser pour toujours. C'est une donnée fondamentale. Étant donné la vitesse à laquelle le marché se développe, ça va prendre quelques décennies. Cela va donc encore prendre du temps avant d'arriver à un marché où une voiture qui entre remplace une voiture qui sort. Mais une fois que vous y êtes, vous obtenez un approvisionnement circulaire en matières premières. Cela veut dire qu'au fil du temps, grâce à ce cycle de recyclage, les pays seront moins dépendants à l'égard des minerais africains. À la suite du rapport d'Amnesty International de 2016, les acteurs du secteur minier ont été contraints d'assainir leur chaîne d'approvisionnement. Lors d'un forum spécial à Kolwezi en 2019, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a réuni les entreprises minières pour les aider à mieux tracer leur cobalt. Sa solution ? Le devoir de diligence raisonnable. La diligence raisonnable est un processus par lequel les sociétés sont amenées à cartographier leur chaîne d'approvisionnement, comme leurs relations commerciales et opérationnelles. Cela permet d'identifier si ces relations commerciales ou ces chaînes d'approvisionnement
viole les droits humains. Et de quelle manière? La diligence raisonnable cherche également à réduire ces risques. Les entreprises ont différentes tactiques pour se soustraire à leurs responsabilités. L'une d'elles consiste à engager des consultants pour réaliser les enquêtes. Ce sont des cabinets très chers qui prennent la responsabilité de la diligence raisonnable. Bien sûr, ils sont dissociés de l'entreprise elle-même. L'autre tactique, c'est d'adhérer à des programmes sectoriels. Ils s'associent aux autres entreprises du secteur et ils créent une entité qui fait le travail pour eux. Ou bien, ils font la promotion de normes auxquelles ils adhèrent tous. C'est juste une signature. Ils peuvent dire « Oui, nous sommes d'accord avec ces normes, on a signé ». Mais ça ne permet pas forcément de changer les choses sur le terrain. Le travail des enfants a accaparé l'attention, à juste titre. Il en reste encore des milliers sur les sites artisanaux du Lualaba. Mais de nombreuses ONG estiment que ce phénomène a occulté d'autres problèmes, provoqués par les mines industrielles, que le devoir de diligence peine à contrecarrer. Les déplacements forcés de population sans compensation correcte, la pollution et enfin la corruption. Le pillage des ressources minières congolaises ne date pas d'hier. Durant plus de 60 ans, la Belgique coloniale en a tiré une richesse immense. Après l'indépendance du Congo en 1960, une nouvelle forme de prédation s'installe. Le dictateur Mobutu et ses proches ont puisé des milliards dans les coffres de la Gécamine, l'entreprise minière d'État. Lorsque Laurent Désiré Kabila renverse Mobutu en 1997, le pays en faillite replonge dans la guerre. Après son assassinat, c'est son fils, Joseph Kabila, qui lui succède. Il rétablit la paix et relance le secteur minier pour remplir les caisses de l'État. Mais la Gécamine est en ruine. En 2002, on a constaté tous que la Gécamine était tombée en faillite, comme d'ailleurs l'État congolais était tombé aussi en faillite, sur le plan économique et sur d'autres plans. Et la Banque mondiale a initié ou a conseillé à l'État congolais de faire des réformes parce qu'on a dit, vous avez les minéraux, mais vous n'avez pas les moyens de rendre les secteurs fiables. Il faut vous ouvrir aux multinationales. Les opérateurs miniers qui sont venus, donc les multinationales qui sont venus au Congo, c'est Glencore, c'est First Quantum, c'est tous les grands qui sont venus ici. Ils ne sont pas venus pour le développement des populations. Ils sont venus pour faire les affaires. Alors, pour comprendre le secteur du cobalt aujourd'hui, il faut remonter en arrière, il faut regarder comment les entreprises qui sont là aujourd'hui, comment elles ont acquis les concessions minières, notamment les concessions de cobalt. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un rôle vraiment déterminant, crucial, d'un homme d'affaires israélien qui s'appelle Dan Gertler, qui en fait a joué un peu le rôle d'intermédiaire entre les multinationales qui cherchaient ces concessions riches en cuivre et en cobalt, d'une part, et de l'autre côté, les politiciens congolais qui avaient quelque part le pouvoir de décision sur l'octroi de ces concessions. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise de l'État a plutôt fait des contrats, ce qu'on appelle de gré à gré, donc des contrats directement avec cet homme d'affaires israélien très connecté à Joseph Kabila, très proche à l'ex-président de la RDC, et a vendu ces concessions à très bas prix. Dès sa prise de pouvoir en 2001, Joseph Kabila fait de Dan Gertler son homme de confiance. Arrivé au Congo avec de l'argent frais, à un moment où le pays en manquait cruellement, Gertler devient le sésame des entreprises occidentales pour accéder à Kabila. En 2007, le leader mondial de négoce de matières premières Glencore fait appel à lui afin d'acquérir les meilleurs gisements. Ils deviennent coactionnaires de Mutanda Mining, la plus grande mine de cobalt du monde. Glencore va aussi avancer des millions de dollars à Gertler en échange de son intervention auprès de Kinshasa pour un autre contrat minier. Une fois révélée dans la presse, cette transaction attire l'attention des autorités américaines. Elle soupçonne l'homme d'affaires d'avoir corrompu le régime Kabila dans de nombreux projets, dont certains impliquent même un fonds d'investissement américain.
Au total, les ONG estiment que l'État congolais aurait perdu plus de 1 milliard de dollars dans ces transactions. Les ennuis commencent alors pour Gertler. La conséquence, c'est qu'il a été placé sous sanction. Lui et d'autres responsables, de hauts responsables du régime Kabila et d'autres aussi. Mais il est resté la cible la plus importante du fait de la valeur des actifs qu'il contrôlait. Pour revenir dans le jeu congolais, les États-Unis visent Dan Gertler afin de pousser Kabila vers la sortie. Ils poursuivent également Glencore, qui fait aussi l'objet d'une enquête au Royaume-Uni et en Suisse. En 2022, Glencore a annoncé provisionner 1,5 milliard de dollars pour régler ses affaires avec la justice. Comment se positionnent alors des industriels, comme Umicore, qui s'approvisionnent en cobalt auprès du géant suisse? S'il y a une condamnation, nous devrons apprécier la situation et faire notre propre évaluation. Si un juge estime qu'une des parties est coupable, nous nous pencherons sur l'affaire et prendrons une décision. Ce sera en fonction de l'issue juridique. Pour nous, c'est assez décevant parce que c'est comme si vous dites une entreprise qui exploite le minerai ou qui achète du minerai artisanal qui a été fait avec le travail d'enfants sur le site, que vous dites oui, mais en fait l'entreprise n'a pas été condamnée pour avoir utilisé des enfants et donc il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu dans cette situation que pour le travail d'enfants dans les mines, on n'utiliserait jamais cet argument, ils n'ont pas été condamnés et donc il n'y a pas de problème. Apparemment pour la corruption, tant qu'on n'est pas condamné, il n'y a pas de problème. Il est clair que pour nous, la corruption n'est pas un crime sans victime. On la dépeint trop souvent comme cela. Juste de l'argent qui change de main entre des intermédiaires et de hauts fonctionnaires corrompus. Mais au bout de la chaîne, c'est le citoyen ordinaire qui souffre de cette corruption, et de manière très violente. Et cela a été le cas avec la mine de Métalcol. La mine de Métalcol est constituée par des rejets miniers de Kolwezi, entassés sur des kilomètres lors de l'exploitation coloniale belge. Ils sont en fait un des sites les plus juteux de la Copper Belt. Au début des années 2000, la société canadienne First Quantum en obtient les droits d'exploitation. C'est l'affaire du siècle. Ces résidus contiendraient encore 300 000 tonnes de cobalt. Cela fait du cobalt pour une valeur de 20 milliards de dollars. Mais soudainement, le régime Kabila retire la licence minière à First Quantum. Les pièces et les dossiers du tribunal nous montrent ce qu'il s'est passé. Et ce qu'il s'est passé, c'est que le précédent permis d'exploitation a été annulé sous l'influence d'une société appartenant à Dan Gertler. Il avait vu que c'était une mine très rentable. Il l'a ensuite récupérée pour une courte période, pour la céder ensuite à une société minière multinationale qui s'appelait Eurasian Natural Resources Corporation et qui s'appelle aujourd'hui Eurasian Resource Group, ou ERG. C'est cette société qui possède la mine aujourd'hui. Mais les documents judiciaires nous permettent de savoir que cela a été possible du fait d'une opération de corruption menée par Dan Gertler auprès d'officiels congolais, parmi lesquels des juges. Le groupe kazakh Eurasian Resource Group, via sa filiale Métalcol, finit la construction de l'usine et exploite le site. Malgré les engagements de Métalcol, les 700 employés licenciés par First Quantum ne seront ni réembauchés ni indemnisés. Mais c'est du sable ici, Papa Janou. Ce n'est pas du sable, c'est le rejet. C'est le rejet des minéraux. Oui, oui, c'est du minerai. Oui, ça brille. Hein? Wow. Les projets comme le projet de Métalcol, c'est un projet qui n'est pas assez éthique pour nous. Voilà pourquoi nous avons voulu faire un recours judiciaire. C'est un appel à la conscience collective, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes, aux consommateurs finaux, aux ONG internationales, aux multinationales, de comprendre que on ne peut pas se contenter de consommer, d'exploiter, de consommer le cobalt sans regarder les trains de vie des populations qui participent à l'extraction de ces minéraux-là.
J'espère qu'à travers cette cause, à travers cet engagement, nous aurons sensibilisé tous les autres parties prenantes sur les vrais problèmes qui gangrènent les secteurs du cuivre et du cobalt, plutôt que se focaliser sur la question de l'enfant dans les mines. Je nie pas que c'est un problème, mais ce n'est pas le plus grand problème du secteur. Arranger les dossiers. Ile makuta barikatalaka chimishinga ure baturipe makuta yetu diku wanaanza kuturipa na 600 francs. Ile 600,000 wanaanza kutukabri. Eske ndio wanalipaka pension ya mtu. Kajiranzo nileta makuta kuripia kwa batoto ku masomo, mi mwenyewe hospital, mi shina na hospital. Seke ni mangaiko ya nguvu. Iraanza kunisaidia ako na kupeleka ko dimu kumisa. Mi nashindwa na kupeleka dimu. Tapata kaji wapi mi shina. À cette époque-là, quand on travaillait, on avait accès aux soins médicaux. On gagnait les salaires pour payer, pour scolariser les enfants. Mais d'un coup, là, quand il y a eu arrêt des travaux, et ma fille a souffert. Quand elle a souffert, alors j'ai fait par tous les moyens pour aller à l'hôpital, là où on se soignait, là. On a refusé. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Alors, en cours de route, elle a succombé. Et les garçons, même après une année. La fille, elle est là. Elle s'appelait Marthe. Oui. Elle était souffrante de la malaria. Il est là. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il s'appelait René. René? Oui. Et donc lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui, auparavant, c'était la malaria et la fièvre jaune. La fièvre jaune. Il est décédé aussi. Il avait 8 ans. Bienvenue effectivement dans notre programme de la radio-télévision Manica. On va parler écosystème. Quel impact de l'extraction minière sur la population environnante. Et donc, on a reçu le professeur Bonza, toxicologue et professeur à l'Université de Lubumbashi. Professeur, dites-nous d'abord à quoi consistait votre mission ici à Kolwezi. Nous avons commencé au départ par l'évaluation du niveau de contamination des écosystèmes des populations, c'est-à-dire quels sont les niveaux de contamination des cours d'eau, les niveaux de contamination des poissons qui sont consommés justement, qui sont dans les cours d'eau qui sont contaminés et qui affectent aussi les consommateurs, les niveaux de contamination humaine à partir de la consommation des poissons, à partir de l'inhalation des poussières et à partir de la contamination de l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Le professeur Célestin Bonza enquête depuis 15 ans aux côtés des ONG pour dénoncer l'impact environnemental et sanitaire de l'exploitation minière au Congo. Un domaine où les entreprises pollueuses appliquent une diligence raisonnable bien incomplète. Alors, c'est à partir d'ici que les acides ont coulé jusque là en bas, vers la rivière Lourde. Quelle est l'entreprise qui est à la base de ces désastres écologiques? C'est d'abord l'entreprise KCC, qui appartient à Glencore. Cette mousse ici, c'est la chaux. Quand ils voient que le bassin est plein, ils ouvrent cette canalisation. C'est ce qui cause le changement de la couleur d'eau, mais aussi de la mousse qui provient de la chaux qui sont en train de verser dans le bassin. Quand ils mettent pour diminuer l'acidité et maintenir le pH au-dessus de 7, mais je ne pense pas qu'ils aient résolu le problème parce que les métaux toxiques, l'acide persiste. On voyait l'aspect de l'eau et même les sols, les bouts de sédimentation. Donc la couleur montre qu'il y a encore un problème très sérieux de pollution. Et donc le problème il est très très important.
D'autant plus que cette rivière se déverse dans le fleuve Congo. C'est l'un des fleuves les plus importants de l'Afrique. Il alimente pratiquement une grande partie de notre pays. Sous la pression des ONG, Glencore a finalement reconnu les fuites d'acide sulfurique. Mais elle a démenti tout impact sur les étangs alentours. Paradoxalement, l'entreprise a commencé à indemniser des victimes et à entamer la réhabilitation des bassins piscicoles. Le professeur Banza et son équipe ont démontré en 2018 des taux de cobalt très élevés dans le sang et les urines des creuseurs de Kolwezi. Leur article publié par le prestigieux groupe Nature a montré des modifications de l'ADN des enfants exposés aux poussières de minerais. Un indice de risque élevé de cancer pour l'avenir. Aujourd'hui, il effectue des tests sur une centaine de creuseurs dans les puits. Ils sont exposés à du radon, un gaz radioactif et cancérigène émis depuis l'uranium présent dans la roche. Si on ne gère pas correctement la pollution telle que c'est fait actuellement, ça sera un problème. Ça sera un problème parce que les rivières sont pratiquement détruites. La plupart des rivières de la province du Grand Katanga, par exemple, donc du Grand Katanga, sont déjà affectées par la pollution. Et pas seulement ici au Katanga, nous avons vu ça au Kivu, c'est la même chose, et presque à travers tout le pays, là où il y a l'extraction des ressources minérales, il y a ces problèmes-là. Et donc c'est réellement, si on ne fait pas attention, le pays risque d'être un scandale à la fois écologique et toxicologique. Au Congo, Félix Tshisekedi a succédé à Kabila en 2018. Il avait promis la renégociation des contrats miniers. Mais le processus s'éternise et la population ne bénéficie toujours pas des richesses de son propre pays. En attendant, les minerais congolais et ceux du monde entier vont continuer à nourrir les centaines de millions de voitures électriques prévues sur nos routes. Mais partout sur la planète, des voix s'élèvent. Activistes, avocats, scientifiques enquêtent et s'organisent face à l'industrie minière. Le monde politique ne peut plus ignorer leurs paroles. Nous avons peur des vos révolutions. Nous avons peur de vos batteries. Batteries, 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 batteries. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, BMW, General, Motorola. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, BMW, General, Motorola. J'appelle, appelle, appelle.